S'il y a bien des édifices dont l'architecture est reconnaissable entre mille dans les centres-villes, ce sont les palais de justice. En les observant, on remarque qu'ils ressemblent très souvent à des temples grecs, avec une colonnade et un fronton triangulaire. La plupart d'entre eux ont été construits au XIXe siècle, dans le style néoclassique. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de ces temples de la justice, dont l'architecture stricte et ordonnée cherche à symboliser dans la pierre une certaine idée du pouvoir judiciaire. Sous l'Ancien Régime, le socle de la justice est encore celui de la seigneurie. On parle de justice seigneuriale. Héritière de la féodalité, il s'agit d'une justice de proximité, qui fonctionne à un niveau local et qui règle les affaires mineures. Pour l'exercer, le seigneur s'appuie sur un prévôt. En 1789, on compte ainsi 20 à 30 000 justices seigneuriales. À un niveau supérieur, on trouve les bailliages et les sénéchaussées, qui recouvrent des espaces géographiques plus grands et qui jugent en appel les affaires ne trouvant pas d'issue par la justice seigneuriale. Tout en haut de la pyramide de la justice, on trouve les parlements, qui sont au nombre de 13 en 1789 et dont l'autorité succède immédiatement à celle du roi. Suite à la Révolution de 1789, l'ancien système judiciaire disparaît et la justice est réformée. En 1790, l'Assemblée constituante crée les justices de paix, juridiction de proximité qui remplace la justice seigneuriale. À un niveau supérieur, pour remplacer les bailliages et les sénéchaussées, on crée des tribunaux de district, rapidement appelés tribunaux civils d'arrondissement. À un niveau supérieur encore, on trouve des tribunaux d'appel. Un certain nombre de ces tribunaux continuent à utiliser les infrastructures d'Ancien Régime. C'est par exemple le cas des anciens parlements de Normandie, de Bretagne ou de Besançon, qui aujourd'hui encore sont des palais de justice en activité. Mais la mise en place d'une nouvelle justice appelle également un nouveau programme architectural. C'est dans ce contexte, au début du XIXe siècle, qu'est décidée la construction de 500 nouveaux tribunaux d'instance et de 29 tribunaux d'appel. Les premiers voient le jour dans les années 1810, comme par exemple ceux de La Roche-sur-Yon ou d'Alençon, mais c'est réellement dans les années 1830 et 1840 que les chantiers commencent à se multiplier. Au début du XIXe siècle, le style architectural en vogue est le néoclassicisme, mouvement qui s'épanouit en France entre les années 1750 et 1850, avec un apogée entre 1780 et 1810. Ce mouvement prend de l'ampleur sous le règne de Louis XV et succède au style rococo, qui est en perte de vitesse dès les années 1760. Le néoclassicisme s'épanouit entre autres suite à la découverte de Pompéi, dont les fouilles commencent dès 1748. Dans cette dynamique, on assiste à un regain d'intérêt pour la grande architecture antique, et ce que l'on imagine d'elle, c'est-à-dire la symétrie, la ligne épurée, et une certaine forme de sobriété qui s'oppose dans les esprits à un style rococo jugé futile et décadent. En 1776, un incendie frappe le palais de la Cité et détruit une partie importante du Parlement de Paris. L'aile qui s'étend devant la cour du Mai, entre la Conciergerie et la Sainte-Chapelle, disparaît dans les flammes. Cette aile est reconstruite entre 1783 et 1786 dans l'esthétique néoclassique de l'époque. On y retrouve en avant-corps une colonnade tétrastyle, c'est-à-dire à 4 colonnes, et un perron monumental. La cour du Mai du Parlement de Paris donne d'une certaine manière le ton aux nombreux palais de justice qui seront construits par la suite au cours de la première moitié du XIXe siècle. Respectant les canons esthétiques de leur époque, ces édifices sont en quelque sorte des archétypes d'architecture néoclassique. On y retrouve ainsi très souvent un plan au sol particulièrement symétrique et une façade qui évoque le temple grec. En effet, un fronton triangulaire est souvent présent et on retrouve presque toujours une colonnade dont on a parfois dit qu'elle était une évocation symbolique du chêne sous lequel Saint Louis rendait la justice au Moyen-Âge. Si vous regardez bien la colonnade du palais de justice de Lyon, construit par Louis-Pierre Baltard entre 1835 et 1847, vous pourrez voir 24 colonnes, représentant les 24 heures de la journée, ce qui montre que la justice ne s'arrête jamais. On pourrait dire que ces palais de justice sont à l'image du style de leur temps, tout comme de nombreuses églises construites à la même époque et qui sont d'une esthétique très proche.
Toutefois, une telle analyse serait réductrice, car le modèle du temple grec reste la référence des édifices de justice bien après la fin de la période néoclassique. En effet, on peut tout d'abord remarquer que les palais de justice arrivent à la fin du néoclassicisme, à une époque où se développent également des styles historicistes variés, comme le néo-gothique, le néo-roman ou le néo-renaissance. Pourtant, on ne trouve pas en France de palais de justice néo-gothique, alors qu'on construit à la même époque de nombreux châteaux et églises dans cette esthétique. On ne trouve pas non plus de palais de justice néo-renaissance. Plus tard, sous le Second Empire, alors que l'architecture évolue vers l'éclectisme, avec un mélange de références historiques au sein des bâtiments, on continue à construire les palais de justice en style néoclassique. Pourquoi ? En fait, ce style devient celui des palais de justice car dans les esprits, son esthétique est représentative du pouvoir judiciaire. L'ordre, la symétrie, la rigueur, la ligne droite correspondent à l'idée que l'on se fait de la justice. On peut bien ici parler d'une architecture symbolique, où le modèle architectural employé reflète ce qui se joue à l'intérieur du bâtiment. Cette correspondance entre le fond et la forme des édifices trouve entre autres sa source dans l'interprétation des anciens ordres architecturaux par les bâtisseurs du XVIIIe siècle. Sans doute connaissez-vous déjà ces ordres issus de l'architecture antique, qui norment les proportions et l'esthétique des édifices. Les ordres doriques, ioniques et corinthiens du monde grec, auxquels les Romains ajoutent l'ordre toscan et l'ordre composite. Au XVIIIe siècle, ces ordres sont toujours employés par les architectes qui les utilisent dans une approche rationaliste. Selon Jacques-François Blondel, qui publie un cours d'architecture civile dans les années 1750, l'austérité caractéristique de l'ordre toscan conduit à l'employer dans l'architecture militaire, pour les arsenaux ou encore les casernes. L'ordre dorique, sobre et solennel, est adapté aux édifices sacrés. L'ordre ionique, considéré comme plus féminin, peut être employé dans l'architecture des maisons. L'ordre corinthien, riche et majestueux, est pour sa part parfaitement adapté au palais des rois et aux édifices cherchant un effet de magnificence et d'élégance. Selon la pensée de Blondel, chaque ordre possède donc une charge symbolique qui le rend plus ou moins propice à incarner l'esprit de tel ou tel édifice. À la fin du XVIIIe siècle, la réflexion sur le rapport entre fonction et forme en architecture s'accentue. Au sujet de Claude-Nicolas Ledoux ou d'Étienne-Louis Boulet, la critique a même évoqué une architecture parlante. Par exemple, en 1804, Ledoux dessine sa maison des surveillants de la source de la Loue en l'intégrant directement à la vie de la rivière et à son esthétique. Peu à peu, cette notion d'architecture parlante, entre autres issue du rationalisme des Lumières, se repositionne au sein des questionnements historicistes qui animent le monde de l'architecture dans la première moitié du XIXe siècle. L'emploi des styles historiques prend ainsi largement valeur de concept. Il porte la charge symbolique de ce qui se passe à l'intérieur de l'édifice. Ainsi, à l'époque, on rattache volontiers un style historique à un genre défini d'édifice. Le modèle néoclassique, lié au temple grec, est pour sa part si attaché au palais de justice et à l'idée du pouvoir judiciaire qu'il a une très grande longévité. Au début du XXe siècle, on construit encore les palais de justice de Strasbourg et de Colmar, alors encore villes allemandes, en style néoclassique. Même le palais de justice de Toulon, construit dans la décennie 1920, en conserve l'héritage. Mais les autres styles historicistes ont eux aussi une tonalité symbolique dans l'architecture de l'époque. Le style néo-gothique, qui renvoie au Moyen-Âge, grande époque de ferveur religieuse, reste par exemple une référence pour l'architecture des églises. Le style néo-renaissance, qui d'une certaine manière représente l'humanisme auquel l'État souhaite se rattacher, est apprécié pour certains grands édifices publics, comme des mairies ou des hôtels de préfecture. Mais ça, c'est encore une autre histoire.